Nous avons le privilège d'écouter maintenant l'homme le plus primé au monde. L'homme qui répare les femmes, cet homme, c'est le docteur Denis Mukwege. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le docteur Denis Mukwege. Merci. Merci. Monsieur le bourgmestre de la commune de Olyoué-Lambert, Mesdames et Messieurs les membres du conseil communal, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, je tiens avant tout à vous remercier pour être présent à cette soirée de soutien aux actions de l'hôpital de Panzi en République démocratique du Congo. Votre soutien compte beaucoup pour nous, compte beaucoup pour les survivantes des violences sexuelles que nous prenons en charge à l'hôpital de Panzi. En cette veille du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo, j'aurais pu vous parler du fait que notre pays n'est toujours pas réellement indépendant. Et comme l'avait affirmé à juste titre le pape François en 2023, lors de son dernier séjour à Kinshasa, après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant a été déclenché. J'aurais pu vous dire que la République démocratique du Congo est mal nommée. En effet, il ne s'agit pas d'une république, car la chose publique où l'intérêt général n'a jamais été la préoccupation de nos dirigeants. Elle n'a rien non plus de démocratique, car il n'y a pas un état de droit ni une justice digne de ce nom. Et les élections ne résultent pas des choix des citoyens qui sont malheureusement pris en otage par leur propre gouvernement et dont le droit et les libertés fondamentales leur sont déniés. Alors, que dire du Congo? Un pays confronté à une menace existentielle depuis 30 ans, de conflits armés, et amputé depuis 3 ans des larges pans de son territoire dans le cadre d'une énième guerre d'agression et d'occupation. En effet, plus de 10 millions de nos compatriotes, l'équivalent de toute la population de la Belgique, survivent aujourd'hui au nord et au sud Kivu, entre la famine et la violence, entre la peur et l'incapacité de pouvoir se projeter dans l'avenir sous les joues de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23, malheureusement dans une indifférence, voire la complicité de la communauté internationale. Aujourd'hui, en ce 27 juin 2025, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a signé avec son homologue rwandais un accord
présenté comme un accord de paix sous l'égide de la diplomatie américaine. Je voudrais donc m'attarder avec vous sur cette actualité qui vise à mettre un terme à une crise sans précédent, engendrant une souffrance qui dépasse l'entendement depuis la résurgence du mouvement M23, un groupe armé soutenu directement et indirectement par les régimes de Kigali depuis novembre 2021. En effet, j'avais prévu de vous parler d'autre chose. Je voulais me projeter plutôt dans l'avenir de la République démocratique du Congo. Mais cette actualité qui nous bouleverse ne m'a pas permis de pouvoir parler de cette projection, puisque il est clair que, en me tenant devant vous ce soir, j'ai beaucoup plus d'interrogations que de solutions par rapport à mon pays. Il faut garder à l'esprit que cette crise s'inscrit dans un continuum de précédentes guerres d'agression dont est victime la République démocratique du Congo depuis 30 ans et qui ont fait du Congo le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Peut-être on n'en parle pas assez. Et ce soir, je crois que le témoignage de Maître Ombeni, moi, ça m'a mis en émotion, et je pense que plusieurs parmi nous étaient dans la même situation. Cette femme courageuse qui nous parle de sa vie, mais qui veut continuer à se battre pour les vulnérables. C'est puisqu'aussi elle sait très bien qu'elle n'est pas seule. Je ne connais pas des familles au Kivu. Je ne connais pas des personnes qui peuvent me dire « je ne connais pas une victime dans ma famille, parmi mes amis, dans mon quartier ou dans mon école ». Il y a ce qu'ils disent plus de 6 millions de morts, mais je crois que ce compteur s'est arrêté depuis 2014. Il n'y a plus personne qui compte. Je tiens aussi à rappeler qu'à l'exception de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération, signé en 2013, le précédent accord de paix de Sun City à Lusaka, en passant par Kampala et Goma, ont systématiquement été motivés par des intérêts à court terme, en ayant recours à des amnisties, à des promotions des seigneurs de guerre au sein des institutions de l'État et à l'intégration d'éléments de groupes armés dans les forces de défense et de sécurité congolaises, ainsi en sacrifiant la justice sur l'autel de la paix. La population congolaise a déjà pu faire le constat amer qu'à la fin de tout ce processus, ils n'ont obtenu ni la paix, ni la justice, et ces politiques ont eu un effet désastreux sur la protection civile, tout en créant un contexte propice des répétitions des conflits et des atrocités des masses. Mesdames et messieurs, nous devions donc aujourd'hui, exactement, le 27, nous réjouir d'une nouvelle initiative de paix pour faire taire les armes et mettre un terme à la souffrance de la population civile due à la guerre d'agression, d'occupation et des pillages des ressources naturelles
que traverse la République démocratique du Congo. Mais une paix juste et durable ne peut se faire à n'importe quel prix. Depuis le début des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar et la déclaration des principes signée entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda sous l'égide de Washington en avril 2025, nous avons à maintes reprises averti l'opinion publique congolaise et la communauté internationale de notre scepticisme face au caractère opaque et non inclusif des négociations en cours. En effet, la transparence est de mise pour rétablir la confiance et avancer vers une feuille de route crédible aux yeux des populations fatiguées par des manœuvres de l'ombre, souvent dictées par des intérêts économiques et financiers étrangers à ceux de la population congolaise. Nos craintes, malheureusement, semblent avoir été fondées car cet accord ne se base pas sur la reconnaissance par le médiateur qu'il y a un État agresseur d'un côté, et ici je nomme le Rwanda, qui défie chaque jour le droit international. Maître Mben, il a dit, et ceci en toute et totale impunité. Ces accords qui ont été signés d'ailleurs il y a quelques heures n'ont pas pu définir qu'il y avait un pays agressé, la République démocratique du Congo, qui subit de plein fouet les effets néfastes d'une géopolitique cynique. Si en apparence, l'accord de paix signé aujourd'hui semble se baser sur le respect de l'intégrité territoriale et prévoit la cessation des hostilités entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et que les deux parties au conflit sont amenées à s'engager à ne plus soutenir les groupes armés, les FDLR du côté congolais et le M23 du côté rwandais, diverses dispositions de cet accord montrent que les graines de la prolongation du conflit sont déjà plantées. Il ne faut pas être aveugle pour ne pas se rendre compte que 30 ans après, on continue à faire les mêmes erreurs qui vont produire les mêmes connaissances, malheureusement, pour la population meurtrie de l'Est de la République démocratique du Congo. En effet, le retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais, qui devrait être immédiat et sans condition selon les prescrits de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée à l'unanimité le 21 février 2025, semble dorénavant être conditionné à la neutralisation des FDLR par les truchements des mécanismes conjoints de sécurité entre la RDC et les Rwandais. Et ceci donc autorise de fait l'armée rwandaise à opérer sur le sol congolais. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je vis à l'est du Congo. Ce conflit a commencé dans l'hôpital où je prenais en charge les malades qui ont été massacrés. Le personnel qui les prenait en charge, massacré. Et 30 ans après, je ne sais pas répondre aux familles
Je ne sais pas dire aux familles de mes malades qu'est-ce qui s'était passé ce jour du 6 octobre. Plusieurs accords, on a vu défiler des opérations conjointes entre le Rwanda et la RDC pour détruire le camp des FDLR. Quand d'ailleurs ils ont commencé en 1996, ils sont allés jusqu'à Kinshasa. La frontière est jusqu'à Kinshasa, c'est 2000 km. Et ils sont restés 2 ans, le seul maître sur terrain en République démocratique du Congo, avec un chef d'état-major rwandais. Et ils n'ont pas, apparemment, su détruire ces pseudo-FDLR. Après cette aventure, il y a eu plusieurs opérations conjointes au Umoja Wetu, à Manileo. Et le président actuel, il avait même autorisé une opération conjointe il y a seulement quelques années qui a permis de mettre fin à la vie de Sylvestre Mudachura. C'est pour vous dire que traquer les FDLR, je suis tout à fait d'accord, mais s'il y a une machine pour les reproduire à côté, donc les Congolais doivent s'attendre encore à 30 ans de souffrance, 30 ans de massacres, 30 ans de viols. L'agresseur non sanctionné dans cette situation pourra donc poursuivre ses opérations dans le Kivu. Et aujourd'hui, avec cet accord, malheureusement, avec l'accord de la République démocratique du Congo. En outre, le démantèlement du M23, qui devrait être aussi sans condition, dépendra désormais des négociations parallèles qui se font à Doha, mais dont l'issue est incertaine, car dépendant largement du bon vouloir du Rwanda, qui bien sûr tire les ficelles de ces groupes armés, même s'il n'a jamais reconnu son soutien, alors que des preuves accablantes démontrent son contrôle direct sur ces rebelles. Je vous réfère à tous les rapports des Nations Unies par rapport au soutien de l'armée rwandaise à ces groupes armés qui désormais doit négocier avec la République démocratique du Congo, mais ceci va se faire au bon vouloir du Rwanda. Donc, on est très très loin des espoirs qu'avaient suscité ces négociations. Ainsi, nous pouvons dire qu'en signant cet accord, le régime de Kinshasa a abandonné sa souveraineté aux mains de forces d'agression et ainsi légitimise l'occupation et les opérations d'une armée qui nous a agressés, qui est à l'origine de la destruction de plusieurs millions de morts, des millions de femmes violées. Et aujourd'hui, plus de 7 millions de Congolais vivent sans abri, sont déplacés internes. Avec la diminution de l'aide internationale, nous savons tous bien ce qui va arriver. À ses compatriotes. Mesdames et messieurs, le scandale ne s'arrête pas ici, car cet accord de paix, animé par une logique
transactionnel comporte aussi des dispositions pour accélérer une intégration économique régionale, se basant notamment sur une cogestion des ressources naturelles du Congo avec le Rwanda. Un État agresseur à la base du pillage systématique des ressources minières depuis 30 ans. Désormais, ils vont le faire officiellement. Ainsi donc, sous couvert de coopération économique et de sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minerais et de création des chaînes de valeur intégrées et transparentes, là je reprends tout simplement les termes de l'accord signé aujourd'hui, qui donne de très très belles phrases. Malheureusement, les minéraux congolais seront exportés, pour ne pas dire bradés, à l'état brut vers le Rwanda, qui procédera à la transformation et à l'exportation de produits semi-finis et finis vers le reste du monde. Pouvez-vous vous imaginer la situation dans laquelle la population congolaise est humiliée? L'État rwandais agresseur bénéficiera donc, avec le blanc-seing de Kinshasa, des bénéfices de la valeur ajoutée des minéraux, qui sont des minéraux congolais, dans une logique extractiviste, néocoloniale, qui fera perdurer tout simplement le sous-développement en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, comment accepter d'abandonner notre souveraineté? Comment accepter de légitimer l'occupation d'un pays agresseur? Comment accepter le bradage de nos ressources minières? Comment sacrifier la justice sur l'autel d'une paix qui ne pourra qu'être fragile, car l'accord de paix plante les graines de la répétition des conflits et des atrocités des masses. Nous appelons donc, en dernier recours, à une prise de conscience du peuple congolais, à qui appartient la souveraineté nationale, et à un appel à la responsabilité dans les chefs du gouvernement et du président de la République démocratique du Congo, gardien de notre Constitution. En vertu de notre loi fondamentale, dans son article 214, les règlements de conflits internationaux ne peut être ratifié ou approuvé qu'en vertu d'une loi, et donc doit être préalablement soumis aux élus de l'Assemblée nationale congolaise. Nous espérons que ça sera fait. Je rappelle aussi que tout accord qui aurait pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence, tirés notamment de ses richesses naturelles, est érigé en infraction de pillage et que ces actes ou leurs tentatives sont punis comme infraction de trahison dans l'article 56 et 57 de notre loi fondamentale. Dans l'éventualité où nos autorités ne respectent ni la Constitution ni le droit international, il me semble que le peuple congolais sera contraint
appelé à une véritable révolution démocratique pour exiger de recouvrer notre souveraineté et notre intégrité territoriale. Mesdames et messieurs, je profite de cette tribune pour dénoncer l'approche bilatérale qui a été privilégiée par Washington face à une crise dont les dimensions sont largement au-delà de nos frontières, avec la présence de diverses armées étrangères sur le territoire congolais, dont celle de l'Ouganda au nord et du Burundi au sud du Sud Kivu. Et en fait, dans ce conflit, il y a des intérêts géostratégiques qui touchent même au fonctionnement de l'économie mondiale. Traiter une telle crise en bilatéral, c'est ouvrir tout simplement la porte à d'autres conflits. La conclusion d'un accord bilatéral n'aura donc pas vocation à consolider une paix durable. Je regrette de vous dire que j'ai donc toutes les raisons de croire que l'accord signé aujourd'hui à Washington n'augure pas d'une sortie de crise pour notre population qui souffre. Ainsi, nous exhortons les acteurs impliqués à privilégier une approche plutôt multilatérale et à assortir les appels du cessez-le-feu et au retrait des forces d'occupation d'un calendrier ferme et des sanctions fortes et coordonnées en cas de non-respect persistant de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, qui est une résolution, en fait, qui jusqu'à aujourd'hui, on en parle très peu, alors qu'elle a la force de la loi du droit international. Et je remercie encore Ombeni qui nous a rappelé que si nous laissons tomber le droit international et humanitaire, la protection collective, nous ne l'avons plus. Même s'il y a des tentatives, nous devons continuer à pousser les dirigeants à comprendre qu'une société ne peut se construire que sur la base des règles et que les règles doivent être respectées par tous. Sinon, on avance vers la loi du plus fort et tout simplement les chaos. Enfin, nous appelons à nouveau tous ceux qui œuvrent à promouvoir davantage de paix, de stabilité, de prospérité en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, y compris Washington, a revitalisé l'accord cadre de 2013 pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région et a organisé une conférence internationale de haut niveau avec la facilitation des institutions, notamment de l'Union européenne, de l'Union africaine, des Nations unies, mais aussi des pays garants qui incluent la Belgique, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les chemins de la paix dans la région des Grands Lacs africains restent possibles si et seulement si les efforts en cours sont animés par la volonté politique des dirigeants de la région et par la bonne foi de toutes les parties impliquées dans la recherche d'une sortie des crises durable qui ne pourra pas faire l'économie de la justice. On a toujours dit il n'y a pas de paix sans justice. À défaut, les menaces existentielles auxquelles sont confrontées la nation congolaise risquent de se réaliser. Et j'ose croire j'ignore
s'il y aura encore de nombreuses occasions de commémorer notre fête nationale le 30 juin. Je compte sur vous pour inverser le cours de cette histoire tragique et de ces scandales qu'aucun peuple ne peut accepter sans se lever. Debout Congolais et marche pour ta liberté. Je vous remercie.